Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Pierre Rabhi. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission, L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. D'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, de paysans, d'alchimistes, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Le propos de l'émission est partisan. Partisans de la vie, partisans du désir et de l'amour, nous y mettons en lumière des profils et personnalités connus ou inconnus, mais d'exception, qui par leur exemple nous donnent envie de nous approprier le monde, d'inventer nos vies et de bâtir un commun meilleur, plus humain, plus tendre, plus fraternel, de vivre en harmonie avec notre univers. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Rabhi pour un livre-entretien avec Olivier Lenaire, Le Semeur d'espoir aux éditions Actes Sud. Pierre Rabhi, vous incarnez le principe d'Épictète, que philosopher, ce n'est pas discuter de philosophie, c'est vivre sa philosophie. Sans être didactique, vous nous livrez dans ce livre un témoignage d'une expérience de vie, d'engagement, d'amour étonnante, montrant qu'on peut s'approprier et transformer le monde dans ou hors des codes. Vous nous faites appréhender que de nouveaux comportements sont possibles pour mieux vivre ensemble. Être plus fraternel, solidaire, simplement humain. Vous nous faites prendre conscience, Pierre Rabhi, du sublime, de la beauté, d'un idéal personnel et sociétal meilleur et atteignable, quelles que soient les difficultés. Une fois encore, car nous n'aspirons pas au repos, apportons notre pierre à l'édifice. Pensons et rendons les utopies concrètes. Renouons avec des idéaux, car nous créons ce en quoi nous croyons. Alors autant croire et rêver à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, et c'est maintenant. Bonjour Pierre Rabhi. Bonjour. Alors, vous avez été gardien de chèvre, vous êtes paysan, écrivain, mais pas que. Alors, qui êtes-vous ? Il n'y a rien de plus difficile que de se donner à soi-même sa propre identité. Ensuite, on ne parle pas en termes de personne, mais plutôt en termes de destin. Il se trouve que je suis un petit homme du désert, né dans le sud de l'Algérie et dans la partie saharienne, et en 1938. Donc ça commence à chiffrer. Et puis dans une communauté oasienne. L'oasis a été une invention très intéressante des humains, parce que dans les grands déserts où rien ne pousse, où il n'y a que tout ce monde revêche, les hommes ont appris à créer des petits morceaux de paradis, quoi. Et ces petits morceaux de paradis, on les appelle les oasis. Et pour créer une oasis, il faut bien sûr de l'eau, et il y a un végétal extraordinaire qu'on appelle le palmier, qui est une herbe en fait, qui s'élève, se déploie comme un parasol, donc fait de l'ombre, parce que l'ombre est une matière indispensable. Si on n'a pas de l'ombre, la culture après. Alors après, on a des cultures étagées, c'est-à-dire le palmier plie et ne rompt point, parce qu'on est dans les grandes tempêtes de sable, etc. Et il s'ouvre en parasol, et sous le palmier, deuxième niveau, on cultive des arbres fruitiers. C'est plutôt des figuiers, des grenadiers, enfin il y a toute une... Et puis sous les deux niveaux, on peut au sol, ras du sol, donc cultiver des légumes, des céréales, etc. Et on a ainsi un système à trois niveaux qui fonctionne dans ce climat où la température à l'ombre peut atteindre jusqu'à 55 degrés. Donc on peut faire pousser des choses dans des climats et dans des environnements stériles. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait, et vous avez créé plus que des concepts, des réalités, l'agroécologie. Vous avez repensé la manière de
de cultiver sans engrais, mais tout en enrichissant le sol. Alors vous avez fait dans les années 60, en 1961, avec votre femme, un retour à la terre. Oui. Vous ne souhaitiez plus être dans un bureau, gratte-papier quelconque, etc. Pourquoi déjà ? Parce que très tôt, je n'étais pas tellement d'accord avec ce qu'on appelle le paradigme, la modernité en tant que telle, c'est-à-dire les principes et les préceptes et les credos sur lesquels elle était bâtie, c'était quelque chose qui me paraissait vraiment n'avoir aucune pérennité. Aucune pérennité, ça serait une anecdote de l'histoire, mais ça ne pourra pas être sur cette espèce de hors-sol appliqué à l'humain qu'on va bâtir un futur. Alors c'est quoi justement cette modernité, ce hors-sol, ce tout urbain ? Si vous voulez, il y a d'abord le courant de l'histoire, c'est-à-dire que pendant longtemps, les êtres humains étaient reliés à la nature. Et puis est arrivé le monde moderne qui est passé du cheval animal au cheval vapeur, c'est-à-dire la technologie, dans une attitude prométhéenne, c'est-à-dire en fait, vous allez voir ce que vous allez voir avec le progrès, nous allons changer le monde justement, et on va domestiquer, asservir, domestiquer, dominer. Peut-être que les écrits religieux ne sont pas pour rien. Et puis ensuite, on a fondé une civilisation qui a donné au minéral la pleine puissance, c'est-à-dire que une civilisation de la combustion. On pourrait mettre sous le terme générique de la combustion énergétique. Voilà. Est-ce qu'on appellera ça un jour le pétrolitique, peut-être ? Mais c'est ça. Du moins, c'est une ère passée, ou presque. Oui. Et on espère, rapidement. On verra. Et ce qui a induit, évidemment, une modification de la configuration, en quelque sorte, de l'occupation des humains dans l'espace. On a créé des mégalopoles vers lesquelles les humains se sont concentrés, se sont mis en hors-sol, en quelque sorte. Et ça représentait en quelque sorte du potentiel humain, de l'énergie humaine à mettre au service de la nouvelle idéologie qui était l'idéologie de la technologie. Alors je ne reviens pas sur Charlot avec les temps modernes, etc., etc. Donc tout ça a amené un bouleversement très très important, désertification de l'espace rural et remise en question de tout ce que notamment de la culture paysanne, de l'agriculture, de tout ce qui a été relié plus ou moins, même je dirais plus que moins, à une civilisation agraire. Voilà, à l'agraire. Donc moi, mon interprétation, c'est qu'en fait, ce basculement, disons, vers le monde moderne a commencé par l'éradication du paysan. La guerre de 14, pour moi, c'est un génocide croisé entre les paysans allemands et les paysans français qui se sont génocidés au nom d'une mythologie, c'est-à-dire au nom de... L'endoctrinement a été tellement énorme qu'ils se sont... Donc ce qui veut dire que petit à petit, on assistait au déclin et à l'éradication d'une culture originelle vers quelque chose qui allait aboutir à donner au monde moderne, à la modernité, si vous voulez, à travers cette vanité de l'homme qui veut tout résoudre. Vanité, orgueil, voilà, technologie, voilà, idéologie. On a établi un paradigme particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Seulement ce paradigme, le pauvre, il est mal en point, parce qu'on voit très bien que nous sommes aujourd'hui dans les limites, on est aujourd'hui de ce qu'on appelle la crise. Pour moi, c'est simplement que la vision qui a présidé, disons, à cette chose est en déficit, c'est-à-dire qu'on vit une énorme déconvenue d'un progrès qui était censé apporter le bonheur. Alors, à l'humanité, l'a-t-il apporté ? Ça, chacun se questionne. Moi, ce que je vois, c'est qu'on consomme de plus en plus d'anxiolytiques. Alors, si ce questionnement est maintenant dans l'esprit, dans l'air du temps, si les citoyens se disent qu'effectivement on est à la fin de ce paradigme, vous en apercevez à partir des années, fin des années 50, et en 1961, donc vous dites, je ne veux plus de ce système, je vais retourner, ou pas retourner, je vais aller à la campagne pour devenir paysan, alors que ce n'était pas votre formation, ce n'était pas votre parcours. Comment on fait
C'est pas générateur d'angoisse? Vous étiez déjà en couple à l'époque? C'est sécurisant? C'est pas sécurisant de se dire on abandonne tout pour aller garder les chèvres ou faire du potager? Non, si vous voulez, j'avais une manie, c'est que, enfin, je faisais et de la philosophie et de l'anthropologie. C'est que l'anthropologie m'amenait à dire, mais finalement, à étudier la condition humaine, parce qu'on a appris à travers l'anthropologie comment les humains se sont organisés leur vivre ensemble, leur survie collective, etc. Et on arrive aujourd'hui à la modernité, donc qui, elle, finalement, propose des structures, les villages, les hameaux, etc., des structures complètement, cette vie communautaire qui s'était quand même construite sur une forme de réciprocité et de solidarité, même si les gens se haïssaient, il y avait quand même, disons, un vivre ensemble qui avait été organisé sur le collectif, mais le collectif limité, c'est-à-dire que le partage du destin. Quand la modernité est arrivée, donc on a fait appel à cette énergie qui était dispersée dans l'espace rural, s'est concentrée, on a créé des villes. Et on a ainsi disposé d'un matériel humain qui était, on appelle ça d'ailleurs matériel humain, qu'on a rangé dans des casiers comme, qu'on a rangé dans des casiers, dans des immeubles qui ressemblent à des casiers, à des tiroirs, etc. Et comme ça, on disposait de cette énergie humaine pour, vous savez, le travail à la chaîne, pour toutes ces choses-là. C'était tout ce monde-là, cette énergie était là pour participer à l'essor d'un nouveau système, mais évidemment en s'éloignant beaucoup d'eux. Et à l'interne, si vous voulez, alors si je raccroche avec ma petite aventure, c'est que j'ai été élevé à la fois dans la culture française et initialement dans ma culture première qui était l'islam et le désert, les troupeaux, le dromadaire, les oasis, etc., etc. Et comme nous étions dans un territoire colonisé par la France a découvert du charbon. Ça a été vraiment dans notre sous-sol. Donc, elle a voulu exploiter ce charbon et c'est comme ça qu'il y a eu un basculement de toutes nos représentations culturelles, etc. Les gens sont devenus des mineurs. Et puis, c'était qui vous a touché à titre personnel, parce que c'est le parcours de votre père. Oui. Votre père qui avait un métier traditionnel, qui était forgeron. Il était forgeron, musicien. Poète et musicien. Oui, poète et musicien. Donc, c'était, disons, sa structure personnelle, elle reposait sur ces trois talents, en quelque sorte. Et puis, il s'est retrouvé suranné tout d'un coup, dans le sens où il s'est trouvé décalé par rapport à l'évolution de l'histoire. Il est lui-même devenu un mineur, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, même s'il avait été astucieux, il a conduit des locotracteurs, il n'est pas descendu au fond, mais enfin, il conduisait. Et puis, grande question sur, finalement, la modernité qui déboule chez nous par alors, l'avenir, c'est quoi ? Et mon père se pose légitimement, ayant 2 enfants, se pose légitimement la question sur quel avenir pour mes enfants. Et sa réponse est une réponse quand même douloureuse, oui, qui va vous marquer, qui va le marquer. C'est-à-dire que, voyant le triomphe en quelque sorte de la modernité, et disons, on n'arrêtait pas de ressasser, l'instruction permet d'avoir un statut meilleur dans la société future, la connaissance, etc., donnera un accès à quelque voilà. chose. Alors, le destin a fait que il s'est lié d'amitié avec une institutrice et un ingénieur français qui travaillait au pays, qui était venu travailler au pays, sans enfant, et lui-même étant préoccupé de ma propre mutation. Parce que votre mère était morte. Ma mère est décédée, oui, jeune. Donc je suis confié à ces... Il y a un contrat qui se fait sur ma petite personne entre ce couple et mon père, comme quoi, bon, il se chargeait de m'éduquer pour me mettre à jour de la modernité, pour en quelque sorte m'intégrer dans la nouvelle ère, et me donner les outils pour entrer dans cette nouvelle ère. Et en même temps, je devais rester bon musulman, etc. Ce qui n'était pas... Il fallait rester bon musulman. Votre nouvelle mère ou parents d'adoption sont d'une culture, vous dites, plutôt catholique.
Oui. alors apparemment plutôt ouverte quand même. Oui. Donc vous avez déjà, non pas une dualité, mais un basculement et une distanciation critique, du coup, vis-à-vis des religions. Oui, il y a un basculement banal, c'est que dans l'islam que j'apprenais, le porc et le vin étaient prohibés, radicalement prohibés. Si on va plus loin dans ce qu'on pourrait appeler la théologie, disons le dogme, les préceptes musulmans et le credo musulman, c'est que Dieu n'a pas été engendré, il est en fait ahistorique, il n'a aucun rapport avec Et ma mère adoptive, donc catholique, m'expliquait que Dieu avait eu un fils, qu'il avait été même crucifié, etc. etc. Donc il y avait tout le temps ces espèces de contradictions entre un milieu et un autre. Voilà, cette contradiction faisait que je n'arrêtais pas de me poser des questions, savoir qui avait raison finalement. Une question de raison, une prise de recul, une distanciation critique très vite, un attrait pour la philosophie. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Il y a eu tout un temps où j'ai subi, c'est tout. C'était de la volonté de mon père, de la volonté de mes nouveaux parents. Je filais doux et droit dans ce à quoi on m'engageait, même si c'était douloureux. C'est-à-dire que je vivais ma douleur dans une forme de discrétion, c'est-à-dire finalement c'était quelque chose qui m'incombait, et voilà, cette douleur-là. Seulement pendant ce temps-là, on chemine dans la vie comme chacun de nous, on grandit, on s'ouvre, etc. Et compte tenu de mes questionnements, ça m'a amené finalement à beaucoup fréquenter les philosophes. Pourquoi les philosophes? Parce que les philosophes au moins s'interrogent sur la vie. Alors, voilà. Lesquels vous ont marqué justement particulièrement? C'est-à-dire que ce que j'ai constaté, c'est que la philosophie, il n'y a pas de consensus sur la philosophie. Ce sont une multitude de philosophies, ce sont une multitude de points de vue. Hein. C'est un peu comme les aveugles et l'éléphant, quoi. On leur fait tâter l'éléphant et chacun dit, l'un dit c'est un pilier, l'autre c'est une barrique, le troisième ça ressemble à un serpent, le quatrième mais non c'est une espèce de grande feuille de chou. Enfin bon, c'est ça la confusion qui est une réalité du monde d'aujourd'hui. Et c'est à cause de cette confusion et ces points de vue-là qu'il y a aussi des déflagrations et finalement conflits entre l'humanité, parce que chacun a son point de vue. Et quand vous voyez que l'islam, le christianisme et le judaïsme s'entendent sur un Dieu qui leur est commun, et ce Dieu qui leur est commun, à partir de ils en ont chacun une sorte de point de vue qui devient un système conflictuel. Donc Dieu qui est normalement générateur de paix et disons le responsable des pires déflagrations et des pires horreurs qu'on a pu faire, que les humains se soient faits sur leurs croyances. Alors que justement, ça fait partie de vos grandes interrogations, de ce qui est en filigrane aussi de ce livre d'entretien, la recherche d'un dénominateur commun, finalement, de dire on va s'abstraire des points de vue, s'abstraire des égos, s'abstraire simplement de la critique, essayer de trouver quelque chose qui soit constructif, qui soit dans l'action, pour faire et penser quelque chose en commun. Bon, disons dans mon cheminement philosophique, les contradictions, et puis j'aboutis à Socrate. Socrate pose ce système qu'on appelle la maïeutique, c'est-à-dire, etc., le questionnement, et finalement, il finit par déclarer « je sais que je ne sais pas », à peu près. Moi, ça me convient tout à fait, parce que pour moi, ça a été la vérité fulgurante, c'est « je sais que je ne sais pas ». Bon. Alors justement, quand on sait qu'on ne sait pas, ça permet quoi? D'être moins violent, de ne pas essayer d'imposer son point de vue, de quoi? Ça amène déjà une certaine humilité. Et puis par ailleurs, ça nous met bien en évidence que, vous savez, il y a la différence entre le réel et la réalité. C'est-à-dire, il y a la réalité que nous pouvons explorer. Tout le monde peut explorer. C'est ce qui a permis à la science l'extension de la connaissance à travers les phénomènes. Et puis, on arrive aux limites, disons, de la connaissance, parce que nous sommes nous-mêmes limités par rapport à notre capacité de percevoir et de perception.
Donc le réel, lui, nous échappe. Ou alors ça voudrait dire que si nous avons une véritable connaissance, ça voudrait dire qu'on a visité toutes les étoiles, qu'on a visité tout l'univers et qu'on sait, on sait de quoi est fait tout ça. Donc ce qui est absurde, on n'est pas là-dedans. Donc ça amène à une forme d'humilité. Certes, nous pouvons explorer. C'est très ésotérique, c'est presque que le réel est une illusion, c'est quelque chose que vous évoquez aussi, que nous avons des perceptions effectivement qui peuvent être multiples, qu'on n'englobe pas forcément le tout, mais qu'il faut avoir conscience du tout pour s'abstraire peut-être de jugements hâtifs, de simplement une réalité ciblée. Ce que j'ai beaucoup appris, c'est que nous, êtres humains, on a un mauvais cadeau, c'est que nous avons la trouille, que nous savons que nous allons mourir. Je crois que tout le monde est inscrit, il n'y a pas besoin de se bousculer, d'ailleurs ça ne se bouscule pas. On est tous inscrits comme ayant une finitude quelque part. Voilà, un jour. Alors c'est variable en fonction des gens, il y en a qui partent très tôt, d'autres qui partent très tard, d'autres moyennement, etc. Et le fait qu'une créature comme l'être humain sache qu'il n'est que provisoirement sur cette terre, ben, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chercher à se sécuriser, la sécurité. Et il cherche éperdument la sécurité. Alors c'est le monde métaphysique, je vais me réincarner, il y a la... Je n'en sais rien de tout ça. Je ne sais pas si je vais me réincarner. Peut-être qu'un jour, une fois fini, puis c'est au pire rabbi, bon, il dégage et puis on n'en parle plus. Ça servira du bus pour des voilà, légumes. Au moins ça servira à ça. Alors tout le reste, ce n'est que des hypothèses que nous construisons parce que nous avons peur et que nous sommes désespérés de ne pas nous donner à nous-mêmes une réponse sécurisante. Donc on se la donne comme on peut. Voilà. Alors est-ce qu'il faut justement chercher à se donner des réponses sécurisantes? Est-ce qu'il faut abolir la peur? Comment vous avez fait, vous, pour lutter contre l'angoisse, la peur? Parce qu'il y avait des peurs, des angoisses, du doute, que ce soit vous, votre couple, dans tout ce que vous avez mis en place. Quand vous avez créé cette ferme, vous ne saviez pas comment faire, vous ne saviez pas comment financer l'achat de cette ferme, comment vivre. C'était quelque chose de difficile. Vous dites même que vous n'avez jamais cessé de douter, mais que vous n'avez jamais renoncé. Ben, disons qu'il y a... Ça, c'est le domaine, disons, phénoménologique ordinaire. Hein. Il faut avoir un lieu, acheter un lieu. Donc ça, on est dans les mécanismes très élémentaires de trouver de l'argent. Je suis passé par le crédit agricole. Enfin bon, il y a toute une histoire. Il a fallu que j'apprenne l'agriculture parce que je n'y connaissais rien. Et c'est en apprenant l'agriculture que j'apprends que l'agriculture moderne est une horreur, dans le sens où elle détruit la vie. Voilà. Elle détruit la vie, elle détruit les sols. On a recours à des pesticides qu'on répand partout. Toutes ces nuisances... la plupart s'infiltrent dans les nappes phréatiques, polluent les nappes phréatiques et polluent l'humain lui-même. C'est-à-dire que l'être humain se pollue lui-même par la nourriture. Et on est dans le paradoxe, c'est-à-dire que la nourriture qui est censée entretenir la vie, il la détruit. Et on n'est pas conscient de ça. C'est énorme. Alors vous, venant d'un autre milieu, vous arrivez au milieu des paysans cévenols, vous observez ça, vous commencez à travailler en tant qu'ouvrier agricole, et vous vous dites, bah tiens, on va peut-être pouvoir essayer de faire autrement. Alors, vous n'y connaissez rien à la base, vous ne connaissez pas le domaine, vous ne savez pas comment ça marche, vous vous dites on ne peut pas continuer à polluer, à utiliser tous ces engrais, vous êtes dans un lieu, vous achetez une ferme où il n'y a pas d'eau, le sol est à peu près stérile, rocailleux, et là, quand même, vous arrivez, il n'y a pas d'électricité, et là, il faut vous arriver à trouver une méthode traditionnelle, on va dire, en observant simplement la nature, ce qui se passe. Justement, c'est pas tout à fait trouver une méthode traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire court, c'est un ami médecin qui était médecin de campagne et qui était, disons, au fait de ce que produisait l'agriculture moderne, puisque le recours à des poisons, il faut appeler ça comme ça, des pesticides, des organochlorés, des organophosphoriques qui étaient complètement inclus dans la pratique agricole. Et beaucoup de paysans s'empoisonnaient avec ça. C'est-à-dire qu'ils avaient des maladies. Et lui, en tant que médecin de campagne, il était vraiment témoin de ce que des effets induits
par l'usage de ces produits sur l'homme. Paralysie, aveugle, mort, etc. Tumeur, machin. Et donc il était totalement, disons, témoin de ces nuisances, et lui-même était un peu en réaction. Et un jour, il est venu triomphant, me disant, parce qu'on échangeait beaucoup sur ça, disons l'incompatibilité entre demander à la terre notre nourriture et en même temps la détruire et l'empoisonner. C'était quelque chose de totalement paradoxal. Et donc, on en discutait beaucoup, mais il disait oui, c'est comme ça. Et un jour, il vient triomphant avec un ouvrage qui s'appelait La fécondité de la terre d'un certain Pfeiffer, lequel était disciple de Rudolf Steiner, etc. Moi, je ne connaissais rien à tout ça. Et je me mets à dévorer ces bouquins. Je me dis, mais mince, il y a peut-être moyen quand même de faire autrement que de produire et détruire. On peut produire, régénérer, entretenir, et la terre qui nous nourrit, plutôt que de la tuer, on peut non seulement entretenir sa vitalité, mais améliorer en plus sa vitalité, tout en se nourrissant, évidemment, beaucoup mieux. Voilà. Et c'est ça l'agriculture biologique, là, biodynamique. C'est avant les années 70 etc. que vous développez voilà. ça. Et c'est ça qui a été en quelque sorte la grande révélation pour moi. Alors, grâce à ça, vous développez ça chez vous, dans votre ferme, mais très vite, voyant que le système fonctionne, vous vous dites, alors à quel moment et pourquoi il faut que je transmette et que j'offre finalement ces découvertes aux autres. Vous développez un certain nombre de projets, notamment au Burkina Faso. Oui, dans le processus, je commence par les gens sont curieux de cette agriculture. Je commence par former des Européens, pas très nombreux, mais enfin ça commence. Et puis je suis appelé en 81 au Burkina Faso. C'était pas encore Sankara, c'était un stagiaire qui est venu, c'était encore la Haute-Volta, qui passe à la maison parce qu'il avait visité différentes fermes, et moi je lui explique comment nous pratiquions. Il dit, mais quoi, tu n'utilises pas d'engrais? Je dis non, j'ai pas besoin de tout ça. Enfin, comment tu fais? Alors, je lui explique, et il fait ni une ni deux. Quand il retourne chez lui, il fait un rapport, puisqu'il avait été envoyé par l'État, par une structure d'État qu'on appelait les CFJ, les Centres de formation des jeunes agriculteurs. Donc il rend compte en quelque sorte de ces pratiques-là, et je suis invité à venir m'expliquer sur ces pratiques qu'il avait vues concrètement. Et c'est à partir de là qu'on me demande de faire une certaine expérimentation avec les paysans, avec les agriculteurs et les paysans. L'intérêt étant d'emblée, on n'utilise pas d'engrais, parce que pour faire une tonne d'engrais, il faut 3 tonnes de pétrole. Le pétrole étant indexé sur le dollar, tout pays pauvre, eh bien, enrichit la pétrochimie internationale. Voilà. C'est déjà une conscience globale. Donc, ça. Dans un pays où des zones semi-arides, où la nature est en dégradation, c'est-à-dire qu'on a au nord le Sahara qui avance, au sud les forêts tropicales qui reculent, et donc on a cette bande en voie de désertification. C'est qu'en fait le processus, c'est que le désert gagne. Voilà. Et là-dedans, il y a des populations qui survivent, des pasteurs, des gens qui cherchent à survivre et qui s'accrochent comme ils peuvent. Et comme un malheur ne vient pas tout seul, dans les années 70, il y a une terrible sécheresse. C'est-à-dire qu'il y a un déficit pluvial tellement énorme que ça détruit le couvert végétal. C'est-à-dire les arbres meurent, les végétaux disparaissent. On se souvient de ces cataclysmes d'animaux. Moi, je vois encore ces images dans ma mémoire d'animaux qui jonchaient à l'infini sur une terre craquelée, les bêtes mortes à l'infini. Tous les troupeaux étaient morts. Voilà. Et puis quand les gens allaient dans les villages, ils trouvaient 80% des villageois qui étaient morts, etc. Donc on était dans une véritable apocalypse, on peut appeler ça apocalypse. Et c'est on est dans cette situation-là, et la réponse agroécologique était parfaitement adaptée. Parce que ça utilise moins d'eau, pas d'engrais. Ça régénère les sols.
Ça reprend en quelque sorte le processus de la vie. Le cycle. Voilà, le fameux adage, rien n'est secret, rien ne se perd, tout se transforme. L'agroécologie, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'on renoue avec l'énergie de la vie elle-même, telle qu'elle s'est organisée bien avant nous, bien qu'avant notre avènement, parce que notre avènement, on calcule, on dit c'est les 2 ou 3 dernières minutes sur 24 heures. Bon, donc on est peanuts, quoi. On arrive comme ça sur rien du tout, quoi. Mais avant nous, la vie, la planète s'est organisée pour sa propre survie et elle a mis en place des stratagèmes ou des stratégies absolument merveilleuses. C'est-à-dire qu'elle a, je ne vais pas refaire tout le processus de la magma qui se refroidit, etc. Ensuite arrive cette petite peau finalement qu'on appelle la biosphère vivante, les arbres effectivement, etc. Et qu'est-ce que fait les processus dans la vie? Un arbre pousse, il grandit, il prend des substances dans le sol, il prend de l'énergie cosmique. C'est une réalité, l'énergie cosmique. On ne peut pas nier le soleil. Personne ne peut dire que le soleil ne sert à rien. Mais il y a bien d'autres énergies plus subtiles, etc. C'est ce qu'avait mis en évidence justement la voie biodynamique avec Steiner. Une fois que l'arbre a pris les substances dans la terre et accueilli les énergies cosmiques, il pousse. Mais il fait comme une espèce d'emprunt. C'est-à-dire que l'automne arrive, les feuilles tombent. Et quand les feuilles tombent, rentrent dans un processus de transformation et aboutissent à cette matière d'une importance très grande qu'on appelle l'humus. L'humus, humanité, humilité, humidité, c'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est que l'humus? L'humus, en quelque sorte, c'est une sorte de transformation presque alchimique de la matière qui a été vivante, qui est morte et qui est rentrée de nouveau, retransformée, rentrée dans le processus pour servir la vie. C'est qu'on fait pas la nature ne fait pas des soustractions. Elle ne soustrait rien. Tout le global rentre dans un processus global et maintient le global. Eh bien, on peut résumer l'agriculture que nous proposons à cela. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne peut pas attendre on est quand même contraint par des questions temporelles. Alors qu'est-ce que je fais? J'apprends à transformer, comme le fait la nature, les matières dont je dispose, les déchets de mon troupeau, les pailles, les feuilles mortes, etc. Tout ça, je rentre dans un processus pas de décomposition, mais de fermentation. Je mets en fermentation, et la mise en fermentation aboutit à quoi? Aboutit à un concentré de nutriments, un concentré de bactéries. Ça a une structure tellement formidable, la structure même que nous obtenons après de cet humus, de ce pré-humus, c'est que c'est une structure, disons, végétale, microscopique, mais cette structure a la capacité de retenir jusqu'à 10 fois son propre poids en eau. Donc c'est une éponge. Simplement avec l'humidité. Avec l'humidité, c'est quand l'eau tombe, au lieu d'être perdue, s'infiltrer elle est retenue par cette espèce d'éponge, elle le met à la disposition de la plante, etc. Vous avez tous les paramètres positifs. Voilà. Et un sol, c'est ce que j'ai mis en évidence chez moi, un sol aride, difficile, devient un sol fertile. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais laisser à mes enfants, une terre meilleure que je ne l'ai moi-même reçue. C'est rare, encore. Et bien maintenant, non, c'est pas le cas. Maintenant, on laisse de la mort derrière soi. Et c'est tragique, parce que nous n'avons pas le droit. Nous sommes en train de génocider par anticipation les générations futures. C'est-à-dire que l'héritage que nous allons faire aux générations futures, c'est la mort. Voilà. C'est des problèmes qu'ils auront à résoudre. Et est-ce qu'ils arriveront eux-mêmes à la fois à résoudre les problèmes, à solutionner les problèmes que nous avons produits, et à retrouver, disons, un équilibre d'existence qui puisse leur permettre justement de s'épanouir. Mais ça implique peut-être un changement de perception, de conscience, vous le rappelez, de vision du monde. Alors quel est ce cap, ce hiatus à franchir? Comment on peut changer la vision du monde qu'on a?
La vision du monde, il faut la changer parce que de toute façon, il existe une première alternative. À partir du moment où on a compris, déjà il faut comprendre, et les gens ne comprennent pas. Ils mangent des nourritures la nourriture qui est censée entretenir la vie, elle détruit la vie. Voilà. Et aujourd'hui, les substances que l'on met, qu'on fait circuler, disons, dans le monde vivant, à travers notre nourriture et les végétaux et tout cela, on se retrouve, en fait, il y a des molécules qui perdurent dans notre alimentation et qui vont toucher nos cellules. Elle est modifiée. Modifier la cellule. Que ce soit tout ce qui est nanocellules, voilà. Toutes les nanotechnologies utilisées, aussi bien que les toxines, etc., voilà. Qu'on retrouve absolument partout. Voilà. Donc la nourriture qui est censée entretenir la vie, la détruit. Et je dis souvent en rigolant, quand on se met à table, plutôt de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, et c'est réellement comme ça que ça se passe. Et on a envie de hurler, mais dire, mais vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de détruire tout, la vie partout. Dans la mer, sur la terre est détruite, l'eau est polluée alors qu'on est composé de 70% de flotte, par exemple. Il y a 70% de flotte qui parle en ce moment. Et tout l'air est pollué, etc. Et on a l'impression que tout le monde est dans le coma. Voilà, alors comment on réveille? Comment vous faites pour réveiller? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vous suivent, qui vous lisent, qui vous écoutent, qui mettent en place un certain nombre d'actions, aussi bien réelles, avec le mouvement Colibri, avec un certain nombre de projets que vous avez en ce moment, qui développent des fermes. Il y a plein de choses qui se font quand même. Pourquoi et comment les gens font ce saut, justement? Je pourrais dire que globalement, l'humanité n'a pas compris. Elle s'est donné un rôle plutôt de prédateur et de hyper-prédateur. Il y a des gens qui invoquent Darwin pour dire que c'est la loi de la nature. Non. Je dis souvent, quand un lion mange une antilope, il la digère, mais il n'a pas de banque d'antilopes et d'entrepôt d'antilopes pour faire du bénéfice. Spéculer dessus. Pour spéculer dessus. Et j'ai vu même des images magnifiques avec autour de la même mare, le lion, l'antilope, la girafe boire tranquillement. Exactement, on voit ça en période de sécheresse où finalement il y a un status quo. Il y a quelquefois, chacun veut vivre. Voilà, le lapin, il veut vivre parce qu'il mange l'herbe, le renard mange le lapin, etc. Mais ça reste strictement dans la vie qui entretient la vie. C'est pas la prédation pour faire du fric. Ça n'a rien à voir. Donc on ne peut pas comparer la prédation humaine avec la prédation animal, qui est une loi simple. Et je serais renard, je serais bien obligé de bouffer quelques poules. C'est etc. Et toute la loi est comme ça. Donc, alors comment on sort de cette prédation? Alors, je pense que ce qui bloque tout, c'est la conception et la vision que nous avons de la vie et du monde. Tant que ça, c'est pas résolu. C'est-à-dire que tant que la vision n'aura pas changé. Aujourd'hui, la vision, c'est la Terre. C'est un gisement de ressources qu'il faut piller jusqu'au dernier arbre, jusqu'au dernier poisson. C'est ça la vision actuellement, avec une pseudo-économie. On ne fait pas de l'économie, ça n'est pas vrai. On fait de la destruction et de la prédation, c'est tout. C'est pour l'économie qu'on écume les mers, qu'on déforeste. Tout ça, c'est pour de l'économie. C'est pour l'économie. Et on a ce sacro-saint principe de croissance économique, avec l'ambiguïté selon laquelle c'est avec la croissance économique qu'on va finalement résoudre le problème de l'angoisse, du manque, de la peur, etc. Alors que c'est à cause de la croissance économique qu'on est en train de détruire, qu'on génère les disparités entre riches, pauvres, etc. Et en même temps, aujourd'hui, il y a quelque chose de terrifiant, c'est qu'il y a une féodalité planétaire avec une minorité humaine disposant de moyens considérables par rapport aux autres qui disposent de pas grand-chose. Et ce qui est très dangereux et moralement répréhensible, c'est que ceux qui possèdent de l'argent sont en train aujourd'hui de s'approprier la planète. C'est-à-dire le bien commun. Ils rachètent d'ailleurs les terres cultivables. Voilà. Absolument. Donc c'est une appropriation. Et moi j'appellerais ça, c'est un hold-up légalisé. Mais c'est un hold-up, c'est un vol.
parce que le bien vivant, c'est le patrimoine de l'humanité et le patrimoine aussi de toutes les créatures qui y vivent aussi. C'est pas que l'être humain. Ben, le fait que ça me fait très mal de voir que parce qu'il y a de l'argent, on peut exercer ce hold-up légalement, et même c'est bien recommandé, pour arriver finalement à quelque chose qui aboutira certainement à une tragédie, destruction, etc. Considérable. Alors comment on change cette vision de la vie, comment on sort de cette prédation et comment on va vers quelque chose de plus essentiel? Vous avez écrit un autre livre qui s'appelait La sobriété heureuse. Oui. C'est quoi? Ça consiste en quoi? La sobriété heureuse, je l'ai transformée dans les termes politiques, si vous voulez, par la puissance de la modération. C'est-à-dire la puissance de la modération pour une croissance équitable ou pour une croissance morale. Voilà. Alors c'est quoi justement? De quelle croissance il faudrait parler? Est-ce qu'on a besoin de croissance? Non, on n'a pas besoin de croissance en termes comme selon le principe de ce qu'on entend aujourd'hui par la croissance. C'est même, je viens de m'expliquer, économique. C'est négatif. Voilà. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on prend l'ensemble de la planète et de ses habitants, on constate qu'un cinquième de la population mondiale confisque les 4/5 des ressources au reste de la population. Donc il y a une concentration des ressources entre les mains d'une minorité humaine. Donc c'est un nouveau système féodal, mais féodal à l'échelle planétaire. Et que cette idée de la croissance est enquistée dans l'esprit comme étant la solution, alors que c'est le problème. Comment changer? Moi, je suis totalement radical. Il faut changer de paradigme. Alors, comment? Lequel? Eh bien, ça commence déjà. Moi, je commencerai par éduquer les enfants autrement que sur la compétition, etc. Les préparer plutôt à la solidarité, à humaniser les relations et non pas... Les écoles, ce sont des manufactures qui fabriquent un être humain adapté au système. C'est tout. Et quel que soit le niveau. Alors ça commence tout petit, et puis alors à ce moment-là, c'est travaille bien mon petit, sois le meilleur, le plus, etc. C'est terrible, c'est terrifiant. Mais alors comment on enseigne l'humanité, la fraternité, la compassion, la bienveillance? Moi, je n'ai pas le temps, mais je ne peux pas tout faire. Vous avez une fille qui fait ça? J'ai une fille qui tente ça, qui le fait, qui essaye. Et si j'étais responsable de ça, je peux vous assurer, déjà, il faut que l'enfant se découvre à lui-même. La plupart du temps, il ne se découvre pas à lui-même, donc il ne connaît même pas sa propre. Deuxièmement, il y a un problème gigantesque qui est aujourd'hui terrifiant au niveau du clivage homme-femme. Il n'y a aucune raison que les femmes soient subordonnées. Bon, elles sont universellement subordonnées. C'est-à-dire que l'histoire, telle qu'on l'étudie, est une affaire d'hommes. On vient encore de parler de Bonaparte, enfin bon, c'est quand même rigolo de voir un type, c'est-à-dire c'est là où la violence magnifiée. C'est un grand homme, mais non, c'est pas un grand homme, c'est un petit homme, il l'était d'ailleurs comme moi, et par ailleurs, c'est mesquin que de détruire ses semblables. C'est totalement illégal et immoral d'aller faire de massacrer tout le monde. Et vous voyez, la perversion est allée si loin qu'on considère ce massacreur comme quelqu'un d'important. Vous voyez, comme tout. On est comme ça dans une espèce de mythologie qui manipule l'être humain. La croissance économique, c'est quoi? C'est consommons. C'est-à-dire qu'on manipule l'être humain à n'être jamais satisfait. L'insatiabilité comme mode, en quelque sorte, de stimulation de la consommation, et jamais la satisfaction. C'est ce que disait Perret, qui disait que le système crée non pas du désir, mais de l'envie, toujours répétée, toujours insatisfait. C'est ce que la publicité sait faire, c'est-à-dire le manque. Le manque. Donc un manque qui va générer une violence, des conflits, quand même, etc. Si je mange à ma faim, si je suis vêtu, si j'ai un toit sur ma tête, si je suis soigné ou que je me soigne, j'ai ce qu'il faut. Malheureusement, on a l'essentiel, être conscient de cet essentiel. Alors, on est dans quelle configuration? C'est-à-dire, on ne résout pas le problème, l'essentiel,
des êtres humains sur la planète meurent de faim, littéralement. Des enfants agonisent, et j'en ai vu. Agoniser, c'est-à-dire que l'enfant, il vient au monde pour agoniser. Si encore, on souhaite presque qu'il meure tout de suite, quoi, en disant c'est pas la peine qu'il agonise pendant des années pour finalement le cerveau ne va plus, enfin, etc. Et tout ça. Donc c'est ça. C'est ça qui devrait être l'urgence. Et on donne de l'importance au superflu. Moi, le diamant, je ne vais pas acheter de diamant parce que c'est idiot, c'est une pierre brillante, c'est tout, c'est rien de plus. Il y a quand même autre chose à faire que d'acheter des diamants. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait au lieu de s'acheter un diamant ? De manière concrète. Comment ? De manière concrète, j'essaye de faire évoluer ce qui est de l'ordre de la bienveillance, ce qui est de l'ordre de résoudre des problèmes importants que l'humanité subit aujourd'hui. Comment se fait-il que cette humanité n'a pas d'argent pour permettre à chaque être humain disons, d'accéder à ce qui lui est indispensable. Par contre, quand il faut faire la guerre, on a tout ce qu'il faut. Et on débloque immédiatement des budgets. Ensuite, on a cette perversion absolument épouvantable que de donner à la mort plus d'importance qu'à la vie. Aujourd'hui. C'est quoi la mort, d'ailleurs ? Comment ? C'est quoi la mort ? La mort ? Oui. Vous qui avez lu Maître Eckhart, la philosophie et Krishnamurti. Tout dépend. La mort, c'est chacun l'interprète. Moi, je ne peux pas savoir ce que c'est que la mort. Je sais qu'à un moment, il y a une cessation de la vie. Il y a une cessation de la vie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui a été ma substance, ma substance réelle. Peut-être se perpétue quelque part. Peut-être pas. J'en sais rien. Mon corps va se dissoudre. Donc tout ça, je le sais. Et le problème de savoir s'il existe une vie après la mort, je n'en sais rien. Par contre, j'aimerais savoir s'il existe une vie avant la mort. C'est ça qui est intéressant. Vous y avez déjà un peu répondu. Je veux dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est vivre la condition dans laquelle nous sommes, de stress, de tout ce fatras dans lequel nous sommes, à essayer de survivre au jour le jour, et surtout... Ce qui est de curieux, c'est que quand je vais travailler dans les pays dits pauvres, je vois des gens vivants. Ils sont vivants. Voilà. Ils ne ratent pas une occasion, chanter, etc. Et pourtant, ils auraient du souci à se faire en disant, peut-être que demain... ils sont dans cette capacité de vivre l'instant, de vivre et presque dans une espèce de désinvolture par rapport aux malheurs qui leur arrivent, qui ne sont pas des malheurs, qui ne sont que de leur responsabilité. Et je viens ici, vous regardez les statistiques de la consommation des anxiolytiques et vous vous apercevez qu'elles explosent littéralement. Et cette consommation est significative du drame et du malheur que vit l'homme civilisé aujourd'hui. Où finalement, j'ai rencontré aussi des chefs d'entreprise, de plus en plus, qui disent « j'ai réussi mon entreprise, mais est-ce que j'ai réussi ma vie ?» Est-ce que je veux réussir une entreprise ou réussir une vie ? Est-ce que la première chose ne serait pas l'accomplissement de moi-même plutôt que mes performances de manager ou d'entrepreneur. Voilà, entrepreneur. On voit, on a un certain nombre d'exemples où justement ce questionnement est de plus en plus présent, oui. Et quelques entrepreneurs, de plus en plus, nous les espérons et nous les mettons en lumière, essayent de faire l'un et l'autre, de s'accomplir et de faire que les gens autour d'eux et dans leur entreprise se développent. Vous verrez que dans la liste des structures, il y a les amanins. Les structures que vous avez créées. Alors, vous pouvez nous en parler des amanins, justement ? Vous ouvrez la page aux amanins, et puis, comment on a créé les amanins ? C'est justement un entrepreneur. Quelqu'un qui, quand je l'ai rencontré la première fois, c'est par l'intermédiaire d'un ami médecin, et... quand je l'ai rencontré, les premiers mots qu'on a échangés, c'est voilà, l'argent, j'ai gagné de l'argent et je pourrais encore en gagner beaucoup, sauf que je ne suis pas heureux. Alors qu'est-ce que je fais ? Moi, je n'avais pas une recette à lui donner pour être heureux. Mais son questionnement, c'était ça. J'ai réussi socialement, il n'y a aucun problème et je peux encore accumuler. Seulement,
à quoi ça me sert si moi, je suis pas bien, je suis pas heureux, ma femme est partie, mes enfants, je les ai pas vus grandir, mais, etc. Et la liste de tous les déboires qu'il a subis à travers son itinéraire de vie, qui aboutissent à quoi? Je n'ai pas réussi à accomplir ma vie, et c'est pas l'argent que j'ai stocké qui va me permettre de l'accomplir. Bon. Donc c'est un peu dans cette relation que nous avons décidé. Il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, moi je suis un écologiste, je suis un petit protecteur de la vie qui essaye de faire avancer un peu les choses dans le sens d'une conciliation de l'humain et de la vie et de la nature. La nature, c'est moi aussi, c'est pas la nature, c'est moi. Je suis une des expressions de la nature. Donc moi, mon obsession aujourd'hui, c'est la fin dans le monde. Je veux participer et j'ai mis en route des systèmes qui peuvent permettre de participer à la résolution de ce problème. Et deuxièmement, je ne peux pas passer sur cette planète sans avoir pris soin de la vie. Et je n'aimerais pas, comme on dit, que mes enfants me disent « tu savais, tu n'as rien fait ». Voilà, tu n'as absolument rien fait, alors que tu savais parfaitement que ça, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais certainement pas ça. Donc je me suis engagé dans quelque chose, et notamment, pas seulement à rester dans des théories générales et participer à remplir les bibliothèques, mais enfin ça suffit pas, que d'avoir cette nébuleuse de constats sur le monde qui va mal, sur le diagnostic qui est fait aujourd'hui. Maintenant, il faut agir. Maintenant, se prendre en main. Il faut agir, il faut... D'où bien sûr le colibri. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous dire l'histoire du colibri? Un colibri, c'est aussi un mouvement que vous avez créé, qui œuvre avec un certain nombre de projets, on y reviendra. C'est quoi l'histoire du colibri, déjà? Alors, si vous voulez, dans le contexte dans lequel je me trouve, à essayer je vois une société qui cherche des solutions, qui ne sait pas quoi faire. Alors, on est dans une espèce de posture un petit peu... voilà, de fatalité... alors, on lève le poing contre les multinationales, contre le gouvernement, contre ceci, contre cela. On invoque en quelque sorte on essaye de relier la tragédie, le drame que nous vivons à la responsabilité du politique, etc. etc. Et puis, on s'installe dans, c'est comme ça. Un confort, on ne fait rien. Un jour, je lis dans un document, je ne me rappelle plus lequel, une légende amérindienne qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux étaient atterrés, impuissants, là regardaient le désastre, voilà, et puis le petit colibri, qui est un petit oiseau tout léger, tout gracieux, lui il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec et vient les jeter sur le feu, et puis il s'active. Et à un moment, le tatou énervé lui dit, écoute, colibri, c'est quand même pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre cet incendie. Et le colibri regarde le tatou droit dans les yeux, il dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et pour moi, ça a été, pouf, la déflagration, c'est-à-dire que je suis persuadé que si chacun fait, même un peu, à sa mesure, mais le fait vraiment, on peut bouleverser le monde. Mais c'est peut-être le questionnement, d'ailleurs, qu'on observe un petit peu partout, où il y a un désir presque de faire sa part, mais les gens ne savent pas forcément encore comment ou vers quoi aller ou quoi faire. Alors, vous répondez dans ce livre aussi, il faut faire déjà ce qu'on trouve juste, ce qui est en accord avec soi-même aussi. C'était dur d'être juste avec votre substance, avec ce que vous êtes, avec vos convictions, avec... Ça prend du temps dans une évolution, parce qu'on sort déjà d'une culture et tout ça, on est déjà programmé pour fonctionner d'une certaine manière, on n'est pas d'accord avec cette programmation. On a bien compris que cette programmation n'était pas la bonne, il y a tout un processus, disons, d'évolution, de transformation personnelle, à la condition qu'on intègre cette transformation comme étant une nécessité. Et si on n'intègre pas ça, ça ne sert à rien. Par ailleurs, transformer le monde, je dis souvent ouvertement, on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Voilà. On peut aller manifester contre, rentrer chez soi et dérouiller sa femme ou ses enfants. Je veux dire, il ne faut pas rentrer dans l'illusion. Il ne faut pas tomber dans l'illusion. Le changement se fera quand il y aura un éclairage profond de l'être humain dans son intériorité.
c'est-à-dire où il aura compris et transcendé. On parle beaucoup de prise de conscience, moi ça me rappelle l'électricité, il n'y a pas de prise de conscience. Peut-être qu'un jour, je sais pas, les églises vont mettre ça en route, ou je sais pas qui, ou vous n'aurez qu'à vous brancher pour être conscient, mais il n'y a pas de prise de conscience, il y a élévation de conscience. Ce qu'on appelle l'élévation de conscience, c'est effectivement quand vous êtes dans dans ce désir d'élévation et de compréhension, comme celui qui gravit une montagne. Certes, il est fatigué, mais qu'est-ce qui se passe? Le paysage s'élargit. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure compréhension, en quelque sorte, de l'espace dans lequel, quand il est au bas-fond, il ne voit rien, mais au fur et à mesure qu'il grimpe, certes, on s'essouffle et tout ça, mais il y a ouverture et disons, lucidité. Et amélioration du rapport après avec la nature, l'univers, les autres, etc. Parce qu'on a compris. Dans Semeur d'espoir, d'ailleurs, ce que vous dites finalement, c'est que l'homme peut s'améliorer et influer non seulement sur le monde, mais influer sur son destin. Oui. Je persiste et signe. Et vous dites, vous rajoutez d'ailleurs que la vie est un chemin initiatique qui préside à notre évolution. Alors, il y a deux postures dans la vie. Les gens conditionnés à vie. Voilà. On leur a inculqué des valeurs, des machins, des trucs, et ils sont conditionnés à vie. Et puis, il y a les gens qui sont effectivement aiguillonnés par le doute. C'est-à-dire ce sont des gens qui transgressent. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans les lois strictes ou dans l'ordre strict dans lequel ils sont venus et dans lequel ils ont été pétrifiés. C'est ce que vous baptisez les utopistes. Vous dites que l'utopiste, c'est l'intelligence de la transgression. Voilà, oui. C'est-à-dire si j'ai bien lu quand même. Oui, non, mais je vous remercie. Oui, c'est-à-dire que j'avais mal compris la notion, mais heureusement qu'il y a des utopistes. Qu'est-ce que c'est qu'un utopiste? Et j'en suis un, je pense. C'est celui qui refuse, disons, le moule et la pétrification dans une perception mentale complètement conventionnelle et de laquelle il ne peut pas sortir. On avait fait une très jolie émission justement sur les utopies, où l'utopie, on se raccroche surtout à la définition de Thomas More, c'est-à-dire le lieu qui n'existe pas, voilà, le non-lieu, alors qu'il y a une autre étymologie qui est le utopia, c'est-à-dire le lieu du bonheur possible, ou de l'oasis dans le désert cosmique, comme vous pouvez l'écrire et comme l'écrit d'ailleurs. Et c'est ce qui n'a pas été réalisé. C'est-à-dire l'utopiste, c'est celui qui en fait transgresse, étonne son entourage en disant il est fou, ça va pas, je veux dire, pourquoi? Parce qu'en fait il sort du cadre strict de ce qu'il est convenu d'appeler un ordre. Donc il transgresse, il sort de l'ordre. Bon, il y a l'histoire un peu banale, mais sympa de Bernard Palissy, enfin de gens qui ont en fait désobéi à la loi, à ce qui est convenu, à ce qui est fait en quelque sorte le consensus pour sortir de cela, pour dire moi je perçois les choses autrement. Voilà. Et je m'honore d'en être un. Parce que quand j'étais dans l'ordre dans lequel je me trouvais, qui était travailler dans une entreprise, avec éventuellement, on essayait de me dire, mais il faut que tu gravisses les échelons, et tu peux gravir les échelons, parce que tu n'as pas l'air trop stupide. Et qu'on me disait ça, c'est-à-dire que je me maintenais en quelque sorte dans un ordre que j'ai repéré comme étant carcéral, à tort ou à raison. L'autre sensation, oui, on veut troquer. Je vais troquer toute ma vie contre un salaire. Et je vais devenir le serviteur de la croissance économique indéfinie. Et ensuite, je me suis aperçu que le discours du progrès, qui était constamment agité, et surtout au moment des 30 Glorieuses, où finalement le système triomphait, sauf qu'il occultait complètement qu'il était dopé par les matières premières qu'il avait, le pétrole pas cher, etc., qu'on allait chercher ailleurs qu'en Europe ou qu'en Occident.
Et je me suis aperçu que finalement, ce troc de mon existence entière contre un salaire s'inscrivait dans... En même temps, il y a la proclamation du progrès libérateur. Et ben, je me suis aperçu que le progrès était au contraire me confisquer ma liberté. Et donc justement, c'est ce que vous dites, vous revenez beaucoup sur le connais-toi toi-même, mais vous allez plus loin, vous dites connais-toi toi-même, aussi libère-toi toi-même. Alors de quoi vous vous êtes libéré justement d'un système, et qu'est-ce que vous avez rencontré après cette libération? Je me suis libéré d'un système carcéral qui, de la maternelle à l'université, vous enferme, on appelle ça le bahut d'ailleurs. Ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, même pour s'amuser on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse bien sûr, et puis on a la boîte où on stocke les vues en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Si c'est ça, c'est libérateur, je vois vraiment pas. Pendant ce temps-là, le soleil se lève pour rien, la nature nous offre tout à admirer, à jubiler, à être heureux, justement, profondément heureux. Ça, on passe à côté. Alors heureusement, on a un petit mois dans l'année pour essayer de faire quelques glissades sur la neige ou s'exposer au soleil. Moi, c'est fait. De se réanimer. J'ai pas besoin de brunir, je suis. Et on se contente de ça. Voilà, on se contente de ça. On ne dit pas non, zut, ma vie, c'est pas que ça. Il faut pas se contenter. Comment? Il ne faut pas se contenter, jamais. C'est-à-dire que le contentement. Être content, mais pas se contenter. On recherche le contentement à travers la transgression. C'est-à-dire si on ne transgresse pas, on transgresse surtout parce qu'on veut aller vers le contentement. Et on aboutit quoi? À l'équilibre, c'est-à-dire donner sens à sa vie. On ne peut pas être simplement présent provisoirement dans cette réalité. Banalement, gagner des sous, répondre à tous nos nécessités, en mettre peut-être un peu de côté, etc., avant de partir. Et à nos auditeurs qui s'interrogent justement sur le sens de leur vie, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je n'ai aucune prétention à être un maître en quoi que ce soit. Je fais exactement 1m68. Donc j'ai pas de... Non, je pense que là, il y a... et quand je parle comme ça, évidemment, j'ai toujours peur de désobliger les gens, parce que ce n'est pas... Je fais pas de l'ironie parce que je veux me moquer des gens. Je fais de l'ironie parce que j'essaye de faire comprendre que nous sommes piégés par quelque chose qui n'est pas humain. C'est surtout ça. C'est pas me moquer des gens. Dieu m'en garde, je sais... Je suis dans une fraternité, disons dans l'amour des gens. C'est pas ce que je déteste, c'est l'illusion qui a été bâtie d'une façon extraordinairement habile pour finalement aboutir à une humanité docile et finalement subordonnée finalement à une idéologie, laquelle aboutit à quoi? À une minorité humaine qui accumule énormément et qui maintient. Et ça va de la super accumulation jusqu'à l'indigence la plus terrible, celle de n'avoir même pas à manger. Cette organisation, cette reféodalisation en quelque sorte planétaire, est quelque chose d'absolument détestable. Et ça, je lutterai toujours, tant que je peux, je lutterai contre ça. On vous sent à la fois dans la désillusion et quand même dans l'espoir, qui est le titre de votre livre Semeur d'espoir, même si le diagnostic que vous faites, que tout le monde fait sur l'évolution du monde, est pitoyable, et ben ça fait rien, on agit quand même. Alors pour plus d'humanité et de fraternité. Je précise le plus vite possible que c'est pas moi qui ai donné ce titre. Ça aurait été quand même un peu vaniteux de me dire c'est mon ami Olivier Lenaire qui lui a donné le titre. Donc il faut bien préciser que c'est bien lui. Parce que sinon, vous n'auriez pas marqué Semeur de désespoir quand même, Semeur d'humanité. Oui, je fais ce qui est à ma mesure, ce qui me paraît juste. Et quand j'aborde un paysan du Sahel, que je lui apprends à cultiver sa terre mieux, sans engrais, sans pesticides, via un thérapeute de la terre, c'est-à-dire qu'il participe en quelque sorte à la réhabilitation et à la régénération de cette magnifique planète avec ces 20 ou 30 cm de terre nourricière,
chaque paysan qui travaille comme ça, il participe à la guérison de la terre. Et pendant que le gros Américain ou n'importe qui, ou l'Européen, avec ses tracteurs, lui, il détruit. Vous voyez, il détruit. Et c'est ce qui a détruit aussi les paysans, c'est qu'en fait, on me dit, mais pourquoi ils sont pauvres? Arrêtons de dire que c'est parce que nous sommes nombreux, ça n'est pas vrai. Je m'insurge totalement contre cette idée selon laquelle c'est parce que nous sommes nombreux que des gens ont faim. Non, c'est pas vrai. La terre, la vie est extrêmement prodigue. Vous prenez je vous donne un grain de blé, et au bout de quelques années, vous avez des tonnes de blé. Donc, partez là-dessus. Voilà. Donc, arrêtons ça. C'est vraiment une chose qui presque me met en colère. Parce que ça voudrait dire... alors, ceux qui disent ça, c'est évidemment ceux qui sont repus. C'est entre la poire et le fromage. Et bien, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est l'égoïsme. C'est toutes sortes de tares humaines qui font que l'humanité n'est pas nourrie. C'est tout. Et on dit l'Afrique, c'est pauvre. Mais non. L'Afrique représente 10 fois, elle est absolument pas pauvre, et elle est en plus, proportionnellement, si on prend les continents et le nombre et la démographie, elle est même sous-peuplée. Si on prend le ratio entre l'occupation humaine et l'espace. Et elle est faite de toutes les richesses, c'est pour ça qu'elle a été convoitée depuis longtemps. On y trouve absolument de tout. Alors, pourquoi y a-t-il famine? Je vais vous raconter une petite histoire qui illustre ça. Paysan sahélien. Depuis des générations, il répond à sa nourriture, sinon il se serait éteint. S'il n'avait pas su survivre, il aurait disparu. Donc ce paysan s'échine sur ses lopins de terre, il arrive quand même à nourrir, il fait son mil, il fait ses quelques légumes, il a un peu d'animaux, le tout mis ensemble permet de constituer, disons, de quoi survivre, de quoi vivre ou survivre. Donc ce paysan représente beaucoup de monde et à la fois il représente une énergie humaine considérable. C'est une énergie humaine. Endoctrinement de ce paysan, des vulgarisateurs qui parcourent la brousse et qui sont mandatés pour montrer les vertus et la magie des engrais chimiques. On fait des parcelles comparatives. Le promoteur des engrais chimiques, il va prendre 2 parcelles, même culture, il va dans une parcelle 1 ou 2 ou droite, mais des engrais, dans la parcelle autre, ne met pas d'engrais. Il met même éventuellement le fumier des animaux, etc. On attend la récolte. Vous avez d'un côté, évidemment, un maïs qui fait 50 cm, de l'autre côté, un maïs qui fait 1 mètre. Donc, le paysan voit immédiatement que là où on met de la poudre, de ces engrais, ça pousse beaucoup mieux. Alors tout d'un coup, il est avide et dit, mais comment je peux avoir cette poudre? Ah oui, maintenant, il faut que tu l'achètes. Il faut payer, il faut l'acheter. Et qu'est-ce que je peux faire pousser? On le détourne petit à petit de l'agriculture vivrière pour l'agriculture d'exportation. Fait du coton, etc. Il dit, l'engrais, je n'ai pas le moyen d'acheter l'engrais. C'est pas grave, on t'avance. L'engrais, voilà, on te fait on a la dette. Un accord. Et au moment où il y aura la vente, la coopérative va récupérer le coton que tu auras cultivé, elle va se charger de le vendre et elle te donne ce qui te revient, déduction faite de ce qu'on t'a avancé. Et on engage ce pauvre paysan simple, innocent, dans un processus terrible d'endettement. Et le produit, le coton qu'il fabrique lui en suant sous le soleil, il est, au plan mondial, il a la même cote que l'engrais que fabrique l'Américain avec ses tracteurs, etc. Donc, on met sur le même plan le petit paysan avec ses petits moyens par rapport aux gros agriculteurs américains qui lui... Donc vous avez immédiatement une disparité considérable. Le paysan n'arrive pas, il reste toujours quelque chose,
payer sa dette, il n'y arrive plus. Il est donc endetté, il a une ardoise. Et cette ardoise, d'année en année, selon le cours mondial du coton, pour ne prendre que cela, eh bien, et il est dans l'endettement de plus en plus chronique. Pendant ce temps-là, les États, qu'est-ce qu'ils font? Les États, ils ont besoin qu'il y ait de l'import-export. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prélèvent des taxes sur tout ça. Ce qui fait que ça nourrit une caste politique, laquelle caste politique a la prétention, soi-disant, d'être la gestionnaire du pays. Et après, vous découvrez qu'ils sont corrompus, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Ce sont des castes corrompus. Et on aboutit à un cataclysme, disons. La Banque mondiale et le FMI ont pendant longtemps œuvré en ce sens. Eux, ils s'entendent. Et le paysan qui est le pourvoyeur de la nourriture ne peut plus se nourrir. Vous voyez? C'est épouvantable. Alors, nous allons malheureusement devoir conclure. Alors, est-ce qu'on peut terminer sur une petite note justement d'espoir? Qu'est-ce qui vous a nourri? Est-ce qu'il y a une citation, une poésie, quelque chose que vous pourriez faire vôtre, qui pourrait servir éventuellement à nos auditeurs? Bon, d'abord, premièrement, je ne vais pas casser le moral des gens. C'est pas du tout ma vocation que de casser le moral. Non, en plus, c'est un livre vraiment plein d'espoir. Ce que je pense aujourd'hui réellement dans la structure, c'est que la politique telle qu'on l'applique n'est pas du tout ajustée à la réalité du monde. Donc on fait de l'acharnement thérapeutique sur un système qui est en train de se déglinguer et à l'évidence en train de mourir. Symptômes, chômage, exclusion, etc. Bon, c'est des symptômes d'un système qui se déglingue, et pendant ce temps-là, la politique, elle cherche à tout prix à maintenir la logique, bien que cette logique nécessite qu'on y renonce. Ce qui me donne l'espoir, c'est que je suis conférencier, je parle beaucoup, il y a des tas de choses que je ne fais pas, mais je parle beaucoup, donc je rencontre en quelque sorte, je suis dans le débat public. Et étant dans le débat public, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui aujourd'hui saisissent leur destin et essayent, là aussi, par transgression positive, évidemment, c'est pas une transgression, eh bien, qui cherchent à se chauffer avec le soleil, qui cherchent l'électricité avec l'éolien, qui cherchent à se nourrir autrement, qui cherchent à construire son habitat avec des matériaux sains, qui cherchent à se soigner autrement, etc. Donc la société civile est devenue une sorte de laboratoire d'expérimentation d'intérêt général, et c'est dans cette société que se prépare le futur. Donc il y a à la fois l'humus, l'esprit du temps, et il y a des petites graines qui sont plantées dedans en ce moment. Et qui sont de plus en plus nombreuses parce que les limites du système renvoient finalement à la créativité populaire. Soit on dit, c'est comme ça, le système va couler, je vais couler avec. Où je vais essayer, mais ce que je constate vraiment qui amène beaucoup d'espoir, je me méfie des phrases un peu qui sonnent bien, mais qui en fait n'ont qu'une résonance esthétique, n'ont pas de réalité dans la vie. C'est pour ça que plutôt qu'une phrase, je préfère dire ça. Alors, est-ce que vous pouvez, ça va être un petit peu court, mais en 2 minutes, nous dire en substance ce qu'il y a dans la Charte internationale pour la Terre et l'humanisme, où est concentré finalement un certain nombre d'actions, de choses qu'on peut réaliser, une philosophie et tout ce que vous véhiculez. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement quels en sont les points? C'est quelque chose qu'on retrouve dans votre livre, qu'on retrouvera sur le site internet d'ailleurs. Elle relève, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, je vais donc en profiter, cette dernière minute, c'est qu'en 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles françaises, monsieur. Donc je pensais que c'était vraiment quelque chose qui allait être ridicule, mais pas du tout. On a collecté 200 signatures d'élus, on a rempli les salles sur justement des critères qui ne sont pas les critères politiques. Changement, je parle beaucoup du féminin au cœur du changement, je parle d'une autre éducation. Arrêtons la compétitivité pour aller vers autre chose. L'agriculture, bien entendu. La façon de se soigner est différente. Aborder justement, incarner les utopies, etc. Tous ces éléments-là qui font partie de la charte et qui ne sont jamais, en quelque sorte, dans l'espace politique, proclamés dans l'espace politique, eh bien, on a vérifié
que beaucoup de gens aspirent à ce que nous disions. Aspire, commence à y adhérer, à s'y engager. Et y adhérer, aujourd'hui, je suis dans une extension, émaillée pour beaucoup aussi, dans une extension d'une écoute, une écoute qui n'arrête pas de s'élargir et qui finalement, vous voyez, je rentre de Belgique, il y avait 1700 personnes à ma conférence. 1700 personnes, une autre de 700 personnes. Je ne suis pas en train de me mettre en gloire. C'est pas du tout ça. Pierre Rabhi, c'est 52 kilos tout mouillé. Je sais pas. Mais ça peut être un corps glorieux, voilà. Quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les consciences s'élèvent, s'éveillent. Et si on propose les oasis en tout lieu, c'est réunissez-vous, agissons ensemble. Si on propose Colibri, c'est recréons le lien social, agissant, et parce que demain ne sera pas au chacun pour soi. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Rabhi. Donc, vous pouvez retrouver ça dans ce dernier livre d'entretien avec Olivier Lenaire, Pierre Rabhi, Semeur d'espoir. C'est publié chez Actes Sud. Et vous pouvez également relire La sobriété heureuse, Manifeste pour la terre et l'humanisme, Parole de terre, Le gardien du feu, L'offrande au crépuscule, Du Sahara aux Cévennes ou La reconquête du songe. Et bien d'autres. Eh bien, l'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, et c'est maintenant.